Modèle agricole diversifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Diversifié, c'est divers, il y a plusieurs choses. Agricole, l'agriculture. Ça fait penser un petit peu à écosystème, mais un écosystème modifié par l'homme peut s'appeler un agrosystème agricole, agriculture. Donc utilisé pour les besoins de l'homme. Bon. Quel besoin? Besoin de se nourrir, évidemment. Modèle. Donc ça veut dire c'est un modèle, c'est quelque chose qui peut servir de référence. Donc modèle agricole, on comprend ce que ça veut dire. On a défini dans d'autres cours ce que sont les agrosystèmes. Modèle agricole, agrosystème, c'est un peu pareil. Et diversifié, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Plusieurs types d'agrosystèmes. Alors il ne s'agit pas ici de dire, par exemple, il y a l'agrosystème blé, agrosystème maïs, agrosystème orge, etc. On peut également considérer dans les agrosystèmes des productions, des élevages. Bon. Là, par exemple, aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de production laitière. Alors, les caractéristiques des systèmes agricoles vont varier selon le modèle de culture que l'homme va choisir. On va parler de trois types d'agriculture: agriculture vivrière, agriculture extensive et agriculture intensive. Bon, nous allons essayer de comprendre ce que veulent dire ces trois mots. Vivrière, on va penser plutôt à une famille qui a ses besoins alimentaires et qui va exploiter, par exemple, un jardin, une petite propriété, dans le but de subvenir à ses besoins. Là, ce sera plutôt côté vivrière. Donc, agriculture vivrière. Extensive, agriculture extensive. On pense à extension, etc. Mais là, ça veut dire qu'on va plutôt passer de vivrier à... On va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'une famille, par exemple, imaginons elle a des besoins, elle va se servir en priorité, et puis il va y avoir des restes. Il va y avoir trop de blé produit, par exemple, trop de maïs produit. Mais ça veut dire que cette famille va pouvoir commencer à exporter des produits, vendre des produits un petit peu ailleurs. Mais on va voir que selon que la main-d'œuvre est plus ou moins importante, que les matériaux sont plus ou moins importants, que les outils sont plus ou moins importants, on va parler plutôt d'extensif ou plutôt d'intensif. Intensif, ça veut dire que la production est vraiment très très importante et que là, la main-d'œuvre va avoir tendance à être remplacée en quelque sorte par des outils qui vont permettre une rentabilité plus importante. Bon. Là, nous allons essayer de comprendre en quoi ces modèles agricoles sont diversifiés à travers ces trois exemples: vivrière, donc agriculture vivrière, extensive et intensive. Alors, essayons d'étudier les documents avant d'expliquer un petit peu plus scientifiquement en détail les choses. Donc nous avons dit modèle agricole diversifié. Le fonctionnement d'un agrosystème va pouvoir varier. Il va varier selon quels critères? Eh bien, selon l'endroit, selon le site d'implantation de cet agrosystème et selon quelques caractéristiques. Quelles caractéristiques? Eh bien, les caractéristiques de l'endroit, donc du site. Si par exemple imaginons que vous avez un terrain argileux, puis un terrain où il y a de l'humus plutôt noir, donc une terre noire riche en substances minérales, etc. L'argile, c'est plutôt, on pense, s'il pleut trop, ça va plutôt être collant. S'il sèche, donc l'argile est une roche imperméable, donc elle est perméable jusqu'à un certain point, mais ensuite, s'il pleut trop, par exemple, ça veut dire que l'eau va rester en surface, va ruisseler. Alors si vous imaginez des graines en surface, elles vont se noyer, entre guillemets. Alors qu'un terrain, par exemple, qui sera plus riche en minéraux, qui ne sera plutôt pas argileux, va peut-être permettre aux racines de s'enfoncer plus loin, d'être bien aérées, du fait qu'il y aura des vers de terre qui vont bien aérer l'ensemble, etc. Donc selon le site d'implantation, eh bien, le fonctionnement d'un agrosystème va pouvoir être variable et les critères qui vont permettre de produire des choses vont également dépendre de cette implantation et des caractéristiques du site. Mais l'agrosystème va pouvoir varier également
selon son histoire et selon les choix que l'agriculteur va réaliser. Donc, on a dit, on va pouvoir distinguer plusieurs types d'agriculture, vivrière, extensive et intensive. Alors, vivrier, on a dit, c'est plutôt pour les besoins familiers, les besoins strictement locaux. Bon, on va plutôt essayer de voir ici la production laitière à travers le caractère extensif ou intensif, à travers deux exemples de vaches laitières qui seront Abondance, donc la vache Abondance et la vache Prime Holstein. Alors, dans un autre cours qui sera beaucoup plus complet par rapport à ces deux exemples, je vous invite à jeter un petit coup d'œil, un autre cours beaucoup plus complet qui va durer 1 ou 2 heures. Bon, c'est un petit peu plus pénible à écouter peut-être entre guillemets, mais ce sera un cours relativement complet que je suis en train de vous préparer. Alors, on peut se poser la problématique suivante, donc quelles sont les principales caractéristiques des modes de production extensifs ou intensifs. Donc nous allons voir un exemple de production laitière extensive, puis, dans un deuxième temps, un exemple de production laitière intensive, puis nous allons comparer ces deux types de production et voir un petit peu les paramètres, les critères qui permettent de dire, est-ce que c'est mieux intensif, est-ce que c'est mieux extensif, est-ce que l'agriculteur doit modifier des choses pour passer de l'un à l'autre, est-ce qu'il veut rester dans l'extensif, est-ce qu'il veut plutôt rester dans l'intensif, ou est-ce qu'il veut basculer de l'un à l'autre. Bon, bref, il y a plein de problèmes à résoudre, ou à se poser en tout cas. Autrefois, donc dans la Savoie du Moyen-Âge, les paysans ont inventé la tome, T-O-2-M-E, qui est un fromage à pâte qui dure consommable. Donc c'est un fromage à pâte dure, consommable en hiver. Il s'agissait alors à l'époque d'une production strictement vivrière. Alors, c'était destiné à nourrir la famille, et sachant que s'il y avait un surplus, eh bien le surplus éventuellement pouvait être vendu, mais ça restait relativement localisé à un endroit précis. Donc durant les siècles précédents, des paysans avaient sélectionné des animaux, donc des vaches en l'occurrence, qui étaient capables de vivre en milieu montagnard. Donc ça veut dire que vous savez très bien qu'en milieu montagnard, il y a des montées, des descentes, les pentes sont assez ardues, sont assez pentues entre guillemets, et puis les conditions hivernales sont assez rigoureuses quand même. Donc les paysans avaient sélectionné avec le temps des vaches qui étaient capables de vivre dans ce milieu à forte pente et à hiver rigoureux. Ces éléments, donc ces vaches, en fait ces individus, pouvaient parcourir de grandes distances en quête de pâturage. Pâturage, donc la nourriture des vaches. Et cela a conduit à former des races laitières comme les vaches Montbéliardes, Abondance et Tarentaise. Et nous allons plutôt étudier les vaches Abondance, donc la race Abondance ici, alors, qui pâturent dans les alpages. Alors, il faut distinguer les pâtures dans ce qui se passe en hiver et ce qui se passe en été, parce que les conditions hivernales ne sont pas toujours évidentes. On peut très bien imaginer qu'au printemps-été, c'est facile d'aller dans les pâtures, mais qu'en hiver, il faut peut-être plutôt que les vaches reviennent là où elles sont protégées des conditions hivernales. Alors, on avait remarqué qu'au XXe siècle, c'est qu'au XXe siècle, la production des fromages s'est considérablement diversifiée, avec l'apparition de fromages, par exemple, de type, que l'on appelle Abondance, et qui proviennent de l'exploitation laitière des vaches Abondance. Bon, facile, vache Abondance, fromage Abondance. Mais également, pas que cela, il y avait également l'Emmental et le Beaufort. Donc, ce sont des exemples. Donc, ces fromages sont vendus à très grande échelle et constituent une importante ressource économique. Donc, ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée, que l'on appelle AOP, qui définit l'origine du lait, avec précisément le choix des races, la biodiversité de la flore des pâturages et la limitation de la productivité. Bon. Les conditions d'élevage sont des conditions qui reposent essentiellement sur la composition de rations alimentaires et des techniques de production.
Par exemple, absence de pasteurisation, durée d'affinage, etc., etc. Alors, essayons de nous attarder sur le rendement écologique et la productivité de la vache laitière Abondance. Alors, nous n'allons pas donner les valeurs tout de suite, hein, nous allons le faire dans un troisième temps. D'abord, je vous parle des vaches Abondance, puis ce seront les vaches Prime Holstein, puis ensuite on va faire un tableau de comparaison pour voir un petit peu la différence entre les deux types de production, extensive et intensive. Alors, rendement écologique, productivité de la vache laitière Abondance, donc deux valeurs à connaître. Nous allons les définir après. Vache Abondance, bon, il faut la reconnaître, hein, donc c'est une vache un petit peu spéciale qui a des critères un peu spéciaux. Je vous invite à regarder sur Internet, hein, je ne vais pas m'amuser à décrire ici. Simplement retenir le nom Abondance. Bon, Abondance. Alors, il lui faut, donc elle a des besoins. Ces besoins sont de la matière sèche ingérée qui correspond à peu près à 16,5 kg par jour. Vous imaginez 16,5 kg par jour. Cette biomasse sèche ingérée est constituée par de l'herbe qui sera pâturée, alors sous forme d'herbe sèche par exemple, et on peut considérer que c'est à peu près 5 kg par jour. Donc on a déjà 5 kg. Mais également des fourrages secs, notamment par exemple en hiver. Bon, mais on peut en donner un petit peu dans les... Bon, sauf si les vaches sont dans les montagnes, mais on peut en donner aussi en été, au printemps. Bon, c'est plutôt l'hiver. Bon. Aliments concentrés, 4 kg par jour. Voilà, si vous faites la somme 5 plus 7,5 plus 4, ça vous fait bien 16,5 à peu près. Donc c'est la biomasse sèche ingérée par la vache Abondance. Quelle est la production maintenant? Eh bien la production de cette vache Abondance, donc la production, si on considère la biomasse produite 2,6 kg par jour, ça veut dire quoi? Eh bien c'est une valeur qui représente la biomasse produite par l'animal en un an, alors il faut faire le calcul sur un an, hein, évidemment, à partir de la biomasse ingérée, c'est-à-dire dans ces conditions-là, à partir des 16,5 kg par jour. Le rapport de ces deux valeurs correspond au rendement écologique. Bon, donc voilà, biomasse produite sur biomasse ingérée correspond en fait au rendement écologique. Ensuite, à partir de la traite des vaches, on peut obtenir une certaine quantité de lait, donc on parle de production de lait. La production de lait, donc 14,7 kg par jour. Ah, c'est quand même énorme. Et correspondant à la vache elle-même, correspondant à une biomasse sèche produite, qui est de 1,9 kg par jour. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette valeur correspond à la productivité de la vache laitière. Donc là, on parle bien de productivité, alors que précédemment, on avait parlé de rendement écologique. Donc là, on est bien dans les définitions de ces deux notions, rendement écologique et productivité. Donc je rappelle que cette valeur, donc la productivité, est la seule valeur utilisée pour estimer la performance de l'animal. La productivité réelle correspond au rapport de cette valeur sur la biomasse ingérée. Autrement dit, on aurait 1,9 divisé par 16,6 et on obtient un rapport qui correspond à la productivité bien précise et beaucoup plus parlante, entre guillemets, plutôt que de donner la biomasse sèche produite toute seule. Par exemple, 1,9 kg par jour. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il faut relativiser par rapport à la biomasse qui est ingérée. Voilà, donc on a dit rendement écologique, hein, c'est la biomasse produite. Par exemple, là on avait 2,6 kg par jour sur la biomasse sèche qui était de 16,6. Et quant à la productivité, là on avait la biomasse sèche produite en raisonnant en termes de lait, de production de lait, donc biomasse sèche ingérée, enfin biomasse sèche produite sur biomasse sèche ingérée. On reviendra sur ces valeurs de productivité et de rendement écologique lorsque nous allons faire les comparaisons tout à l'heure. Donc voilà. Alors, il faut considérer également deux choses importantes correspondant à une perte par rapport à la biomasse sèche ingérée.
il y a quand même une perte de 7,8 kg par jour, correspondant à la consommation due à la respiration pulmonaire, mais respiration elle-même. Bon, la respiration pulmonaire qui conduit à la respiration cellulaire, etc. Bon, là, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Et ce qui n'est pas digéré, donc sous forme de crottin, entre guillemets, eh bien, ça représente quand même 6,1 kg par jour. Autrement dit, 6 et 7, ça fait à peu près 13, 14 kg par jour. Vous voyez, par rapport à la masse 16,6 kg par jour ingérée, il y a quand même pas mal de pertes. D'où l'intérêt de parler de rendement écologique et de productivité. Bon. Ensuite, si on regarde quelques valeurs moyennes d'exploitation extensive sur un échantillon de 2800 fermes, alors une surface agricole moyenne, dont la surface de pâturage, alors évidemment, pâturage, si on va dans les montagnes, comment calculer la surface exacte, c'est pas toujours évident. Mais en général, ça fait à peu près 105 hectares, dont surface de pâturage correspondant à 88 hectares à peu près. Ensuite, le nombre moyen de vaches laitières par exploitation, c'est à peu près une cinquantaine. Donc dans l'agriculture extensive, à peu près une cinquantaine de vaches. Durée de vie d'une vache laitière, alors on parle des vaches abondances, entre 8 et 12 ans. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même assez important. À noter que la vache abondance est une laitière, mais c'est également une vache à viande. Bon. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle n'a plus, enfin qu'on lui enlève cette capacité à produire du lait, elle servira de vache à viande. Alors vous imaginez une vache à viande de 8 et 12 ans, c'est pas forcément de la viande très tendre. Bon, mis à part le fait que c'est quand même cruel de tuer une vache. Bon, quoi qu'on en dise. Nombre de lactation, eh bien de 5 à 9. Et jours de production par lactation, 295. Donc on n'est pas tout à fait sur une année entière, mais 295 parce qu'il y a d'autres critères qui vont intervenir, qui vont faire que la vache, par exemple, lorsque c'est une génisse, elle ne produit pas. Lorsqu'on veut la faire passer, par exemple, on fait une traite, donc on traite la vache régulièrement, après lui avoir enlevé son veau, mais à un moment donné, si on veut que la vache soit fécondée, il faut arrêter la traite un certain nombre de temps avant la fécondation, et on appelle cette période la période de tarissement. Donc ça veut dire que si on enlève la période de tarissement et la période durant laquelle la vache est une jeunisse, elle est trop jeune pour avoir un petit veau, puis ensuite permettre la production laitière, mais ça veut dire que la vache, entre 8 et 12 ans, eh bien, n'a pas de production de 8 à 12 ans. Ça veut dire qu'il faut retirer à peu près 50% de sa vie correspondant à une non-production laitière. Bon. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Alors maintenant, voilà, nous avons vu pour la vache abondance, dans le cas d'une production extensive, essayons de voir maintenant une production laitière intensive à travers l'exemple de la vache Prim Holstein, et on va plutôt parler de production industrielle. Alors je vous invite bien entendu à mettre devant votre écran un exemple de vache. Bon, il y a un site qui est dédié à la vache Prim Holstein, puisque c'est la laitière la plus importante et celle qui produit le plus de lait. C'est elle qui arrive en tête de liste de la production. Donc la race laitière Prim Holstein est la plus représentée en France, avec actuellement, en 2020 à peu près, 2,5 millions d'individus qui assurent 70% de la production laitière nationale. Vous imaginez 70%. Alors c'est très intéressant de voir que cette vache Prim Holstein a une histoire. Bon, je vous invite à voir cette histoire que d'ailleurs je vais vous expliquer très en détail dans un cours prochain. Voilà, elle a été sélectionnée pour sa forte productivité et également sa croissance rapide et sa capacité à digérer des aliments qui sont riches énergétiquement évidemment, dans l'objectif de produire beaucoup plus de lait et un lait de qualité. Donc, sélectionnée également pour son adaptation au mode de production industriel. C'est une vache qui est docile.
La forme des trayons est adaptée, la mamelle est adaptée, dans leur grosse mamelle en général, par rapport à l'abondance qui, elle, puisqu'elle va dans les pâtures, c'est mieux que les mamelles ne tombent pas trop bas. Bon, pour ça, il y a des critères très importants à sélectionner par les agriculteurs. Donc son lait, à Prim Holstein, est destiné à l'industrie qui le transforme en produit de grande consommation. Alors, en l'occurrence, par exemple, lait pasteurisé, des fromages, des yaourts, du beurre, de la crème fraîche, etc. L'équilibre économique de ces exploitations laitières est très difficile à atteindre, ce qui conduit donc les éleveurs à augmenter la taille des troupeaux pour produire davantage. Évidemment, si par exemple on a un agriculteur, imaginons il a 100 hectares, alors il faut un certain rendement économique évidemment, il faut que ce soit intéressant pour lui. Mais si c'est 100 hectares par rapport, si par exemple il a 10 vaches, bah, ça va peut-être pas être suffisant au niveau rendement. Bon, maintenant il faut qu'il augmente automatiquement sa quantité de vaches, mais s'il garde ces 100 hectares, si la quantité de vaches augmente, si les vaches mangent toute l'herbe, bah, qu'est-ce qu'elles font ensuite? Donc il est plus ou moins obligé de confiner ces vaches. Donc le problème est compliqué. Hein. Là je vous donne un exemple très simple, mais les exemples en France et puis ailleurs sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles à résoudre au niveau de la stratégie de rentabilité. Donc l'équilibre économique de ces exploitations laitières est très difficile à atteindre, ce qui conduit les éleveurs à augmenter la taille de leurs troupeaux pour produire davantage et exporter davantage également. Donc beaucoup ne peuvent pas augmenter leur surface d'exploitation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et donc les vaches vont pâturer moins, voire plus du tout. Elles sont alors en permanence en stabulation, c'est-à-dire dans des hangars, des espèces d'hangars, où il y a des espèces de cases dans lesquelles on met ces vaches, on leur donne de la nourriture, et puis bon, on les laisse là, elles sont immobiles pendant des mois et des mois. Bon, c'est quand même assez cruel si on se met au niveau de la vache. Donc l'éleveur va alors les nourrir à partir de fourrage, d'ensilage, de maïs par exemple également, et d'aliments concentrés sous forme de granulés, de soja, de luzerne et de blé. Donc dans cette logique d'industrialisation de la production laitière, de nombreuses exploitations se sont dotées de systèmes automatisés. Donc la traite, elle est automatique, hein, on n'a plus à utiliser les mains pour traire les vaches, comme on faisait autrefois. Et donc ces exploitants se sont dotés de systèmes automatisés de distribution précise des rations et de robots de traite, hein, donc des espèces de treilleuses entre guillemets. Hein, donc voilà, donc l'alimentation, santé, reproduction, donc il y a des colliers et autres capteurs connectés qui aident à la gestion du troupeau. En plus de tout ça, bon, tout est bien géré, tout est bien organisé. Bon, c'est pas au profit de la vache, hein, parce que la pauvre vache, de toute façon, on sait bien ce qu'elle devient. Alors, la Prim Holstein, bon, c'est plutôt une vache laitière. C'est pas trop une vache à viande, hein, c'est pas trop une vache mixte non plus. Une vache mixte, c'est une vache qui fait à la fois laitière et à la fois vache à viande. Les vaches abondance, par exemple, sont des vaches mixtes. Les normandes, les vaches normandes, sont des vaches mixtes également. Et à noter qu'au niveau production de lait, nos vaches normandes arrivent en 3e position. Bon, c'est quand même pas mal. Mais ce sont quand même des vaches à viande lorsque la production laitière ne se fait plus. C'est cruel quand même. Donc au niveau des appareillages, on a des espèces de manchons trayeurs qui sont positionnés sur les trayons. Puis la traite se réalise automatiquement, donc des bocaux vont se remplir et l'agriculteur va distribuer son lait à en relation avec la consommation, donc les maisons de distribution, les grandes marques, les grandes surfaces, etc. Bon. Rendement écologique et productivité de la vache laitière Prim Holstein. Donc, comme tout à l'heure, hein, nous avons fait la même chose avec les vaches abondance. Maintenant, essayons de voir, correspondant à la vache Holstein, selon le même principe. La biomasse sèche ingérée, c'est 22 kg par jour. Tout à l'heure, c'était 16,6, là, c'est 22 kg par jour. Donc, c'est un petit peu plus. Donc, on pourrait dire, la vache Holstein consomme beaucoup plus, plus de biomasse, puisque si on passe de 16 à 22, ça fait quand même 6. Donc, il y a quand même 6 kg de différence. Alors, on pourrait se dire, c'est moins intéressant d'avoir une Prim Holstein.
Oui, mais non, parce que la production laitière est beaucoup plus importante, comme on va le voir. Alors, cette biomasse sèche ingérée, 22 kg par jour, se différencie en ensilage de maïs, 9 kg par jour, ensilage d'herbes et fourrage sec, 8 kg par jour, et aliments concentrés, sous forme de granulés par exemple, 5 kg par jour. Donc là, on voit bien que la somme de 9 plus 8 plus 5 fait à peu près 22. Et dans ces 22 kg par jour sont ingérés. Bon, il faut quand même ingérer 22 kg par jour. Alors comme tout à l'heure, on a une biomasse produite de 3,3 kg par jour. Voilà, donc là on peut calculer le rendement écologique. 3,3 kg par jour divisé par 22. Mais on pourra également utiliser la biomasse sèche produite correspondant à la production de lait. Et on aura là, à ce moment-là, on aura 3,2 kg par jour. Donc c'est quand même, bon, c'est pratiquement la même chose que 3,3. Donc dans les deux cas, les deux valeurs se rejoignent. Production de lait, on a 24,8. 24,8 kg par jour. Alors, toujours ces problèmes informatiques. Voilà, alors que tout à l'heure on avait 14,7. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a quand même une nette différence. 24,8. Donc tout à l'heure on a dit il y a 6 kg de biomasse sèche ingérée en plus par rapport à la vache abondance. Mais dans l'autre cas, il y avait 14 litres, et puis là, il y a par exemple 24 litres. Donc il y a quand même 10 litres d'écart. Bon. Donc on voit bien que la production, la productivité est beaucoup plus importante. La production est beaucoup plus importante. Enfin, le rendement écologique est beaucoup plus important. Alors, ce qui est expulsé, consommation par la respiration et sous forme de crottin, on a 10,5 d'une part et 8,2 d'autre part. Donc elle rend beaucoup plus de crottes que la vache abondance. Bon, mais c'est largement compensé par le fait qu'il y a une production de lait. D'ailleurs, on peut se poser la question, s'il y a trop de déchets sous forme de crottes, est-ce qu'il ne faut pas revoir le système de nourriture? C'est un problème qu'on peut se poser. Ensuite, passons aux valeurs moyennes d'exploitation intensive. Échantillon de 9 fermes du Grand Est. Bon, tout à l'heure, on avait 3800 qui donnait une représentation d'une certaine moyenne qui était proche de la réalité. Là, pour 9 fermes du Grand Est, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qui se passe en France? Surface agricole moyenne, 315 hectares. C'est énorme. Dont la surface de pâturage, 72 hectares. Nombre moyen de vaches laitières par exploitation, 110, alors que tout à l'heure on avait 50. Donc c'est beaucoup plus. D'où le nombre d'hectares beaucoup plus important. Correspondant à des surfaces évidemment qui vont pouvoir être broutées entre guillemets. Durée de vie d'une vache laitière entre 5 et 6 ans. Tout à l'heure c'était 9 à 12 ans. Là la vache elle vit beaucoup moins. Voilà, 5 à 6 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 à 6 ans elle va basculer sous forme de vache elle va devenir une vache à viande. Alors correspondant à cette vache à viande, on peut se poser la question, est-ce qu'une vache à viande Prime Holstein de 5-6 ans est moins dure au niveau de la viande qu'une vache abondance de 9 à 12 ans? On peut se dire que oui, peut-être que la qualité de la vache à viande, donc de la viande Prime Holstein sera plus intéressante que la vache abondance. Bon, problème à réfléchir. Je vous laisse le soin de le faire. Nombre de lactation de 2 à 3. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus vache à viande que la race abondance. Et jour de production de lactation, 348. Donc c'est quand même beaucoup plus important. Enfin, on arrive presque à une année entière en fait. Bon. Donc voilà, on a parlé de production intensive, de production extensive à travers l'exemple de 2 vaches. Alors, donc dans ce cours, on a cherché à montrer
d'une part, que les agrosystèmes peuvent présenter des modes de culture différents en fonction du degré de productivité recherché. Donc là, on a parlé, on a pu distinguer les choses entre agriculture extensive d'une part et intensive à travers l'exemple de la vache Abondance et de la vache Prime Holstein. Et d'autre part, de l'objectif visé par l'exploitant agricole, c'est-à-dire distinction entre une productivité vivrière qui est destinée en partie au moins à une consommation et une production destinée à être commercialisée. Vous voyez, on avait autrefois le vivrier très net, très simple, exact, et ensuite on a basculé tout doucement vers l'extensif. Bon. Vers l'extensif, puis vers l'intensif. Bon, il y avait des tourterelles là sur la pelouse, je viens de semer des graines, alors c'est pas très... ça me plaît pas tellement parce que en fait les tourterelles qui viennent à une dizaine à peu près, elles mangent toutes les graines. Alors comment faire une belle pelouse? Bon, ça c'est une parenthèse. Alors contrairement à ce que l'on peut penser dans une première approche, donc il est possible de rencontrer des systèmes, donc des agrosystèmes intensifs vivriers, ou par opposition des agrosystèmes extensifs à but commercial. Alors évidemment c'est paradoxal, si on définit le vivrier comme local, l'extensif comme on étend un petit peu plus les choses, et intensif on étend vraiment par exemple à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale, là on nous dit on peut avoir des agrosystèmes intensifs vivriers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que localement ça devient intensif. Bon, alors à ce moment-là on bascule plutôt vers intensif et on enlève vivrier. Bon. Ou par opposition, des agrosystèmes extensifs à but commercial. Ça veut dire qu'on bascule de vivrier à extensif et on fait un vrai commerce à partir de l'extensif. Alors là, vous pensez bien qu'il va y avoir une différence entre l'utilisation de l'homme, donc de la main-d'œuvre de l'homme, qui va pouvoir, si par exemple on prend une production de fromage, qui doit être fabriquée localement sur un terroir précis, eh bien ça veut dire qu'on est sur du vivrier en théorie parce que l'exploitant va pouvoir manger son fromage, mais également il fait une production très importante qu'il va exporter. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, c'est localement que tel ou tel fromage va être produit et non pas ailleurs, pas de manière industrielle. Donc ça veut dire qu'on va consommer le produit du terroir qui va être diffusé à très grande échelle. Voilà, on comprend pourquoi on a ces agrosystèmes extensifs à but commercial ou ces agrosystèmes intensifs qui seraient plutôt vivriers. Bon. Enfin, donc, nous avons présenté également la différence entre la notion de rendement agricole que l'on peut assimiler à la productivité, c'est-à-dire la quantité de biomasse qui est produite par unité de temps et de surface. Donc si on a 1 hectare, une vache par exemple, va produire tant de lait par hectare. Alors c'est un peu compliqué de comparer une production laitière à une surface, mais bon, ça correspond à des fourrages, à une pâture, etc. Et donc on peut faire une conversion très facilement. Voilà. Donc on a dit on a présenté donc la différence entre la notion de rendement agricole que l'on pouvait assimiler à une productivité, c'est-à-dire à la quantité de biomasse produite par unité de temps et ou de surface. Donc ça c'est bien la productivité et on n'est pas dans le rendement ici. Productivité et oui, donc on a parlé de rendement écologique, donc je réfléchissais, de rendement écologique, c'est-à-dire le rapport entre la biomasse qui a été ingérée, qui est produite plutôt, et où l'énergie produite et la biomasse et où l'énergie... Bon, je répète. Nous avons présenté la différence entre la notion de rendement agricole que l'on peut considérer comme étant la productivité, c'est-à-dire la quantité de biomasse qui est produite par unité de temps et de surface. Et on a pu également présenter la notion de rendement écologique, c'est-à-dire le rapport entre la biomasse et ou l'énergie produite
et la biomasse et ou l'énergie assimilée par l'organisme élevé ou cultivé. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc on avait comparé ces deux valeurs précédemment, donc la production, la productivité et le rendement écologique. Voilà, donc ces deux notions ont été traitées à travers les exemples de production laitière, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on a vu concernant la vache abondance, donc on a retracé rapidement l'origine de la production laitière savoyarde, ce qui a permis d'introduire des notions de production vivrière. On a vu qu'au Moyen-Âge, enfin que ça se situait du Moyen-Âge jusqu'à la première moitié du XXe siècle, donc les fromages étaient produits dans la région et constituaient une importante réserve de nourriture qui n'était pas périssable en hiver. Et on a vu également, donc ça correspondait à la notion de terroir, qui est reconnue aujourd'hui par la labellisation AOP, qui protège, qui valorise et qui protège les produits qui sont issus de régions aux conditions géologiques et climatiques spécifiques. Donc c'est bien un terroir. Comme je vous disais tout à l'heure, production vivrière qui peut être distribuée à l'échelle nationale, voire mondiale. On est bien dans l'AOP. Ça veut dire qu'il faut protéger ces terroirs. Donc, des documents nous ont également permis de comprendre, donc de fournir des données chiffrées sur la ration alimentaire moyenne d'une vache de race abondance, race qui a été sélectionnée pour son adaptation au milieu de vie. Donc on a rappelé les conditions montagnardes, en fait, donc des pentes, des conditions hivernales assez importantes. Et donc sur certaines caractéristiques des élevages de la région. Et ces éléments sont comparés à ceux de la vache Prim Holstein, donc qui a, elle, une production laitière intensive. Donc nous sommes basés sur une utilisation plus importante d'intrants. Alors on n'en a pas trop parlé, mais là on peut en parler, évidemment. Donc les races sont sélectionnées pour la forte productivité et la capacité à s'adapter aux modes de production beaucoup plus industriels, concernant également les rations alimentaires qui sont concentrées beaucoup plus importantes, évidemment, et surtout lorsqu'on laisse les vaches donc à l'étable, entre guillemets, durant de longues périodes. Donc l'objectif, une productivité plus forte, et c'est bien le cas pour la vache Prim Holstein, puisqu'on a vu que la production laitière montait à pratiquement 25 litres par jour, donc ce qui était quand même assez important. Donc mode de production beaucoup plus industriel, les rations alimentaires concentrées beaucoup plus importantes, comme on l'a dit, et dans l'objectif d'une productivité plus forte, comme l'ont montré les valeurs correspondant à la production de lait. Donc il était intéressant de montrer que ce mode de production intensive s'approchait très largement d'une production industrielle, avec évidemment une automatisation de la traite et de l'alimentation. Alors essayons de comparer, donc tableau comparatif des systèmes de production laitière. Alors l'apport alimentaire, donc hors pâturage, eh bien c'était dans le cas de l'extensif, bon il y avait un certain apport. Par exemple, on avait parlé de 16,6, 16,5 à peu près, et donc kilos ingérés. Alors que pour l'intensif, dans le cas de la vache Prim Holstein, il fallait beaucoup plus d'apport alimentaire. Alors on a vu qu'on était passé pratiquement à 24. Non, 22. Pour la biodiversité des élevages, dans l'extensif, la biodiversité est importante. Pour l'intensif, la biodiversité n'est pas très importante. Bon, voilà, Prim Holstein, point barre. Les types de produits, eh bien, dans les deux cas, on a des produits, alors dans l'extensif, on a des produits transformés de grande qualité et à haute valeur ajoutée. On prenait par exemple l'exemple du fromage Abondance, dont nous n'avons pas trop parlé, mais qui correspondait à un produit transformé à partir du lait, transformé, donc ça vient du lait, de toute façon les fromages viennent du lait. Et donc ça veut dire que, et là on pourrait presque parler de côté vivrier extensif et voire intensif. Et correspondant à l'intensif, donc la Prim Holstein, donc matière première à transformer en produits industriels. Vous voyez, donc là on est plutôt dans l'extensif, on est plutôt du côté vivrier au départ dans les siècles précédents. On a basculé et on bascule aujourd'hui sur l'extensif par rapport à ce qu'est capable de produire la vache Abondance, alors que pour la Prim Holstein, on est plutôt dans la production laitière industrielle.
Et production laitière, à partir de production laitière, on a des produits qui dérivent des laits et qui sont distribués de manière industrielle. La productivité en kilogrammes de masse, enfin de biomasse en tout cas sèche par jour, c'est 1,9 pour l'extensif, donc l'abondance, et 3,2 pour l'intensif, c'est-à-dire la vache Prime Holstein. Productivité sur la durée de vie totale de l'animal en kilos de matière sèche, eh bien on a pour l'extensif, donc l'abondance de 2802 à 5044, et pour la Prime Holstein, on a de 2227 à 3341. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une différence entre les deux, parce que la productivité sur la durée de vie est quand même différente entre les deux. On a quand même 2800 à 5000 pour la vache abondance, tandis qu'on a 2200 à 3300 pour l'intensif. On voit bien que c'est moins important pour la Prime Holstein. Donc la productivité sur la durée de vie totale de l'animal peut-être moins intéressante concernant la Prime Holstein. Mais, cependant, si on raisonne sur la productivité réelle, bien là ça devient intéressant pour la Prime Holstein au détriment correspondant à la productivité laitière de la vache abondance. Productivité réelle, donc c'est le rendement écologique en pourcentage. On est à 11,4% sur la vache abondance, donc dans l'extensif, et on est à 14,5% pour la Prime Holstein. Tout à l'heure, c'est abondance, 11,4 pour l'abondance. Et là, on a 14,5 pour la Prime Holstein. Donc on voit une différence entre 11,4 et 14, une différence de 3 quand même, de 3%, ce qui est quand même relativement important. Et si on regarde le nombre de vaches par hectare, nombre de vaches par hectare de surface pâturée, on a 0,57 pour l'extensif et on a 1,53 pour l'intensif. Voilà. Alors, ensuite, on dit que la production laitière intensive, elle recherche des objectifs de productivité élevés, ça paraît évident, en optimisant les apports nutritionnels correspondant à la ration alimentaire, donc qui est relativement élevée, 22 kg par jour, dont 5 kg de concentré, donc de granulés en fait, et en faisant le choix d'une race plus productive, 3,2 kg de biomasse sèche par jour contre 1,9 contre l'abondance. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intéressant concernant la Prime Holstein. Donc c'est adapté au mode intensif. Donc ça veut dire que la Prime Holstein, cet élevage, sa productivité, son rendement écologique vont en faveur d'un mode plutôt intensif, donc plutôt industriel. La Prime Holstein donc, semble mieux rentabiliser sa consommation alimentaire, un rendement écologique de 14,5% contre 11,4% évidemment. Il y a quand même une différence de 3 entre les deux. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des Prime Holstein en élevage qu'une abondance en élevage qui servirait d'élevage intensif. Non, il faut que la race abondance, d'autant plus qui a des caractéristiques qui font qu'elles peuvent rester sur des terroirs, en fait, eh bien, il faut garder ces terroirs, il faut garder ce côté, entre guillemets, vivrier, même si la distribution se fait quand même à grande échelle. Mais on est sur un produit par rapport à la vache abondance. Ce produit, c'est par exemple le fromage abondance. Bon ben voilà, c'est un terroir, c'est local, c'est quand même intéressant. C'est quand même un patrimoine de la France. Bon. Alors que la Prime Holstein, la production laitière est importante, mais on produit quoi? C'est pas un terroir, c'est distribué au niveau national, mondial. On fabrique des yaourts, on fabrique des fromages, on fabrique du lait stérilisé, pasteurisé, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est loin du terroir, on est loin du vivrier ici. On est loin de ce petit côté peut-être intéressant lorsqu'on part en vacances de dire c'est bien d'aller dans tel terroir, de profiter des produits locaux. Bon. Alors, donc on a dit que la Prime Holstein, elle semble mieux rentabiliser la consommation alimentaire, puisqu'on avait un rendement écologique de 14,5%
pour la prime Holstein contre 11,4% pour la race Abondance. Et peut être élevées en plus grand nombre sur une petite surface. Elles peuvent être élevées en plus grand nombre sur une petite surface. Par exemple, on avait 1,53 vaches par hectare contre 0,57 pour l'Abondance. Donc du fait d'une moindre dépendance au pâturage, puisqu'on a beaucoup plus une vie en stabulation, l'alimentation en fourrage sec ou en maïs sous forme d'ensilage, par exemple. Donc ça veut dire que la pauvre vache, elle a une grande partie de sa vie se fera en stabulation, bon. C'est-à-dire en quelque sorte dans les dortoirs. Bon, il n'y a pas que des dortoirs, ce sont des mangeoires également. Donc sa durée de vie à cette pauvre vache est plus courte, d'où une productivité finale plus faible. D'autre part, la biomasse produite n'est pas valorisée comme peut l'être celle des vaches Abondance et sert de matière première à l'industrie, cette vache Prime Holstein. Donc la production laitière extensive se contente d'apports plus faibles pour une productivité inférieure. Les races montagnardes bénéficient cependant de grandes surfaces et sont productives sur un plus grand nombre d'années, ce qui compense leur plus faible productivité journalière. Le produit final est valorisé par une AOP, d'où une meilleure rentabilité économique. Voilà, donc maintenant si on veut faire la part des choses entre la prime Holstein et puis la race Abondance, voilà, qu'est-ce qu'on peut choisir? La prime Holstein ou la race Abondance? Bien, tout à l'heure, on a dit qu'il y a des modèles agricoles diversifiés. Donc là, on a bien compris qu'on a une diversification importante, selon que autrefois, en Savoie, il y avait une production vivrière à partir de vaches Abondance, production d'un certain fromage, par exemple, et que tout doucement, avec le temps, notamment au XXe siècle, on a plus basculé sur la notion de terroir, avec fabrication, par exemple, du fromage Abondance à partir de vaches Abondance qui sont spécialisées qui sont mieux adaptées en tout cas à ce climat montagnard, à ce terrain montagnard. Et donc on a basculé tout doucement de ce qui est vivrier à l'extensif. Et ensuite, à travers l'exemple de la vache Prime Holstein, on a vu que la production laitière est beaucoup plus importante et on fabrique des produits à l'échelle industrielle. Voilà, donc on voit bien qu'on a plutôt côté terroir, côté industriel. On comprend bien qu'il y a côté vivrier puis extensif et côté intensif des agrosystèmes. Donc les modèles agricoles sont bien diversifiés. On l'a bien compris à travers ces deux exemples des vaches Abondance et des vaches Prime Holstein. Voilà donc le fonctionnement d'un agrosystème. Il peut varier selon le site d'implantation, selon ses caractéristiques, selon son histoire, selon les choix réalisés par l'agriculteur. Donc on a pu distinguer des modes de production vivrière, des modes de production extensifs, des modes de production intensifs. On s'était posé le problème, quelles sont les principales caractéristiques des modes de production extensifs et intensifs? Là, on a bien compris que si par exemple vous voulez devenir un agriculteur, il faut bien réfléchir avant sur point de vue économique, point de vue du bien-être, point de vue, vous préférez plus côté local, côté terroir, vivrier, vous pensez côté extensif, vous voulez plus vivre tout seul comme un ermite dans la montagne, alors choisissez le vivrier. Vous voulez plutôt faire profiter les autres de votre production locale, alors choisissez l'extensif. Vous voulez avoir beaucoup d'argent et puis faire quelque chose au niveau mondial, au niveau national, au niveau intensif, eh bien choisissez l'intensif. Donc choisissez l'abondance, choisissez la Prime Holstein, choisissez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, tous les choix sont bons à partir du moment où l'homme réussit ce qu'il entreprend dans sa vie. Le cours est terminé. Merci.